Bienvenue dans cette vidéo consacrée au médiéval d'Harcourt. Je rappelle qu'il y a une playlist consacrée à cet événement. Donc le format, bien sûr, c'est les fêtes historiques. Donc nous allons parler, une association, par respect pour eux, je vais pas dire leur nom parce que sincèrement c'est très compliqué, je préfère l'écrire. Et de toute façon, allez voir la page Facebook, ils font des tonnes d'activités autour des armes vikings et scandinaves, et ils vont nous expliquer un petit peu les armes de l'époque scandinave, notamment nos fameux vikings, ainsi que les techniques de combat. Donc je vous invite vraiment à découvrir cette vidéo. Je vous rappelle juste que on est dans un cadre extérieur, lors d'un événement où il y a beaucoup de monde. La qualité sonore reste au mieux possible compte tenu des conditions. Voilà. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker. Et si vous souhaitez apporter une critique constructive ou échanger avec nous, les commentaires sont là. Tant que ça reste dans le respect, ça sera toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous laisse découvrir la vidéo sur les armes scandinaves. Expliquez un peu les casques. Donc, on est dans le camp viking. Pas de soucis, il m'en manque un de 4. Papa, mon 4. J'arrive. Excusez-moi. En termes de casque, j'ai celui-là, c'est le casque de Geirmundbull, c'est un casque norvégien. C'est le seul casque viking qu'on a retrouvé en entier. Assez pour qu'on puisse le reconstruire, en fait. D'accord. Oui, il y a une lunette. C'est une lunette qui est décorée de cuivre et de bronze. Ça, c'est peut-être le modèle le plus propre historiquement que vous trouverez de ce casque-là. Ça, c'est le même, mais de moins bonne qualité. Ça, c'est le casque de Thielé. Alors, le casque de Thielé, en fait, on a retrouvé que cette partie-là de la lunette. Et du coup, comme en fait, on savait pas sur quoi il était monté de base, on l'a monté sur une base de casque de Geirmundbull, en fait. C'est juste la lunette qui a été changée. Ça, c'est un casque à nasal monobloc. Ça se retrouve partout, en fait, en Europe, à cette époque-là. C'est vraiment un casque qui était facile à produire, qui coûtait pas cher à produire. Contrairement à aux deux autres, là, en fait, il fallait prendre des plaques de métal. Pour des guerriers plus riches, peut-être. Ben voilà, c'est ça, où il y avait plus de travail, il fallait les rifter, il y avait des plaques et tout. Là, c'est juste juste le couler, en fait, dans un moule, et puis c'est réglé. Ça, c'est pas un casque viking, ça c'est un casque khazar. Les Khazars, en fait, c'était un peuple de nomades juifs qui vivaient d'à peu près autour de l'actuelle Ukraine actuellement, en fait. D'accord. Ils vivaient comme tous les peuples nomades, ils vivaient dans des tentes, ils montaient des chevaux, ils se battaient au sabre, ils se battaient à l'arc. Ça, c'est un casque russe qui est porté par un de nos combattants magyars. Alors les Magyars, en fait, c'est un peuple pareil, nomade, qui vivait... c'est les ancêtres des Hongrois, oui, c'est ça, je dis pas de bêtises. C'est les ancêtres des Hongrois, en fait, concrètement. C'est pareil, ils vivaient à cheval. Alors les Magyars, contrairement aux Khazars qui sont restés à peu près dans leur zone, au Xe siècle, ils sont partis se promener dans toute l'Europe. On retrouve des traces des Magyars en France, ce qui était à l'époque l'Empire carolingien. Ils aimaient se promener, ils avaient des chevaux, ils aimaient se promener. Donc ça, c'est ce qui... Très nomade, d'accord. Ça, c'est ce qui concerne les casques. En termes d'armure corporelle, ils avaient des cottes de mailles. Là, je ne l'ai pas sorti parce qu'il pleut. Oui. D'accord. Mais on l'a vu hier, me semble-t-il. Oui, elle était hier. Là, je ne l'ai pas sorti. Alors, la cotte de maille, ça coûtait un rein, en fait. Il fallait à peu près... C'était un mois, une année d'impôt pour un petit village pour payer à son seigneur une cotte de maille. Il fallait vraiment être un peu friqué pour se l'acheter. Après, la plupart du temps, ceux qui portaient une cotte de maille, ils n'allaient pas combattre. Ils regardaient derrière et c'était eux qui menaient les troupes. Oui, les chefs. C'est ça. Le combattant viking standard, alors il n'y avait pas d'armée régulière chez les vikings. Hein. Et le combattant viking standard, il était équipé d'une hache, un bouclier, et c'était tout.
C'était tout ce qu'il avait pour combattre. L'épée, c'est pareil, il y a beaucoup de ferraille, ça coûte cher. Oui, je pense qu'à l'époque, oui, alors, en plus, l'acier de Scandinavie, le fer de Scandinavie est de très mauvaise qualité. Ça cassait assez souvent, on a retrouvé des fragments d'épées cassées partout en fait. C'est pour ça que ceux qui avaient le plus les moyens, ils importaient l'acier directement d'Afghanistan, du Moyen-Orient. On retrouve de temps en temps des lames en fait en acier damassé qui viennent du Moyen-Orient. Et si justement le combattant viking il préférait la hache, pour la simple et bonne raison que la hache c'est un outil en fait. Le mec il est pas idiot, il se dit tiens ça coupe le bois. Est-ce que ça pourrait pas couper les gens que j'aime pas trop? Comme je vous dis en fait les vikings ils n'avaient pas d'armée forcément, pas vraiment d'armée régulière. Faut arrêter en fait d'imaginer le viking comme un grand guerrier fort et courageux, tout. Non, non, c'était des lâches les mecs. Hein. Ils arrivaient, ils voyaient une église qui était gardée par 20 mecs en robe, ils les tuaient tous, ils piquaient ce qu'il y avait dedans, et ils repartaient avant que l'autre il avait le temps. C'était principalement des pillages. Mais voilà, c'est des pirates les mecs. Hein. C'est pas des guerriers. Hein. Toutes les sources où en fait c'était une bataille contre une vraie armée de métiers en bataille rangée, ils se font retourner à chaque fois. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre Après, plus sur les épées, si vous avez des choses à rajouter. Alors les épées, qu'est-ce que Est-ce qu'il y a une en particulier qui serait intéressante? C'est une épée trilobée. C'est une épée, en fait, ça se voit à la garde, qui est au pommeau. Ah, coup de canon. C'est une épée en fait qui est typiquement scandinave. D'accord. Qu'on retrouve que là-bas. Alors ça, c'est un modèle de la reproduction de la tombe de Geirmundbu, qui vient aussi le casque. Mais celle de la tombe de Geirmundbu, en fait, il y a des gravures sur la garde et sur le pommeau. Moi, la mienne, il n'y en a pas, parce que ça coûtait cher. Et que mon forgeron savait pas forcément les faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, c'est des épées carolingiennes qui étaient aussi, en fait, concrètement, c'est le même modèle, en fait, qui était apprécié, pareil, par les Vikings. Ils les importaient beaucoup, ils les piquaient, ils les volaient. Ce modèle-là, vous retrouverez le même modèle, exactement, en fait, au musée des Antiquités de Rouen. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, c'est une épée, c'est une reproduction simplifiée d'une épée anglo-saxonne. Les Vikings ont beaucoup voyagé en Angleterre. Ils ont conquis une bonne partie du terrain à un moment. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? Ah, ça c'est sympa. Ça, c'est une hache, mais c'est pas une hache viking. C'est une hache stepping qui était utilisée par les Khazars aussi. La petite spécificité de cette hache... Elle a l'air d'être plus légère, je pense, non? Non, c'est le bout qu'il y a là. Ah oui. Le bout qu'il y a là. Alors, la hache, évidemment, la coupe. Mais le bout qu'il y a là, il enfonce, en fait. D'accord. Vous êtes à cheval, vous enfoncez le crâne du mec. Ça permet de varier les plaisirs. Oui. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Après, alors le bouclier. Alors les notes de bouclier, ils sont en contreplaqué, parce que les boucliers, en fait, ils font 2 saisons, ils meurent. C'est pour des soucis d'économie. Il doit se prendre beaucoup. Mon bouclier, vous voyez, il a 1 an, il a fait une saison l'an dernier. Il commence à être trop en forme. Est-ce qu'il y avait des effigies sur les... un peu comme on peut retrouver... c'est-à-dire soit des pour représenter un village ou des armoiries, de souvenirs. La plupart des boucliers étaient plutôt simples en fait. Il n'y a pas grand chose qui a été retrouvé avec beaucoup de dessins dessus, si je dis pas de bêtises, je dis peut-être une bêtise. D'accord. Sinon en fait à l'époque c'était pas du contreplaqué, en fait ce qu'ils prenaient des planches qui montaient en fait les unes sur les autres comme ça, c'était assez fin, au final ça faisait pas plus de 12 mm d'épaisseur. Et c'est pareil, c'était en bois, c'était du consommable. Faut imaginer que les haches qui se prenaient, ils étaient tranchantes. Donc au bout de 2 ou 3 coups de hache, le bouclier, il n'y en avait plus. Ce qu'il faisait, c'est qu'après la bataille, il s'efforçait de récupérer ce qu'il pouvait, donc la partie en ferraille, qui pouvait coûter à peu près cher. Et sinon, le reste, en fait, c'est du consommable. Hein. C'est du bois, c'est des clous, c'est du cuir de bœuf séché qui est cousu. Ça prend un petit peu de temps à faire, mais
c'est pas non plus ce qui prend le plus longtemps. Les boucliers à l'époque c'était vraiment. D'accord. C'était cassé, c'était pas grave. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, on en retrouvait. Alors il y avait. La taille pouvait varier énormément. On pouvait trouver des boucliers de 45 cm de diamètre. Comme des petits. Des petits comme des. Le plus grand qu'on a retrouvé faisait 95 cm de diamètre, comme celui-là. C'est très pratique hein, parce que je peux me cacher derrière. Et là, pour venir me chercher, bon courage. Qu'est-ce que j'ai d'autre en armement? J'ai la lance qui est marrante. Ah oui. Hop là. Un peu un héritage des Romains. Bon, non, en fait, la lance c'était une arme de chasse. Oui. La lance c'était une arme de chasse en fait. D'accord. Ça servait à chasser le sanglier. Oui. Je dis pas de bêtises. Alors, c'est mieux avec un épée de chasse, Oui, quand t'as les barbillons. Oui, Parce que sinon, le sanglier, il t'empale et il t'embarque avec. Bah justement, en fait, beaucoup de lances, certaines avaient des ailettes. Ça permettait aussi d'accrocher les boucliers et de les retirer. Comme la hache, en fait. La hache, ça permet, la forme de la hache, en fait, qui est très spécifique, ça permet d'arracher le bouclier du collègue. Oui. Donc la lance, c'est bien, ça permet de garder une distance assez longue. C'est pas cher à produire, parce que le fer de lance, quand on compare avec une épée, c'est pas beaucoup de métal, pour beaucoup de bois. Enfin, le ratio bois-métal, il est plutôt bon. Après, je dis ça, mais on a retrouvé aussi des fers de lance qui faisaient les tailles d'une épée. Hein. Des fers de lance qui étaient grands comme ça. Nous, on n'en a pas parce que ça coûte cher. Alors, la dernière arme. Ah donc là on a un peu un mixte hache. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la Danax, c'est la hache danoise. Alors ce modèle-là, c'est un modèle suédois en fait. On retrouve où elle est creuse avec une petite croix à l'intérieur en fait. Je dis pas de bêtises, hein, c'est un modèle suédois ça. Je crois d'en retrouver aussi en Russie. Ouais, suédois, Oui, c'est russe, suédois. Europe de l'Est. Alors, sinon, les Norvégiens, les Danois, ils préféraient des modèles plats. Vous pouvez voir sur la tapisserie de Bayeux, 100 ans après, la Danax, c'est encore utilisé par les troupes de Guillaume le Conquérant pour aller foutre sur la tronche avec les Anglais. Il y a plein d'exemples de guerriers, de plusieurs dizaines de guerriers qui ont des Danax. Alors, nous, nos modèles, ils sont un peu grands, ils sont optimisés pour le sport, ils font 1m80. Mais à l'époque, ça faisait pas plus d'1m20. D'accord. La bonne taille d'une Danax, en fait, il faut pouvoir mettre le coude dessus pour qu'elle soit son utilisateur, à la taille de son utilisateur. Moi, je suis grand, donc au final, ça me va. C'est parfait. Alors, la Danax, c'est pratique pour ouvrir des murs de bouclier. Est-ce que je peux avoir 2 ou 3 participants? Alors, vous voyez, la Danax, le mur, c'est rien pour elle. Comme je vous ai dit tout à l'heure, mon bouclier, bon courage pour me toucher, sauf un mec qui a la Danax. Vas-y, ouvre le mur. Et voilà. Et là, voilà. Oh, même juste sans un mur, je vais lui chercher des tibias comme ça. C'était assez rigolo quand même. Elle est bien pratique du coup, je pense. Bah ça dépend en fait, parce que si le mec il est bon bouclier, s'il arrive à casser la distance, bah tout simplement je peux plus rien faire. D'accord. Ah oui, donc en fin de compte, on se découvre beaucoup. C'est qui tout double. Bah en fait le mieux c'est utiliser une Danax, c'est bien quand on a une armure. Et vu que c'était pas le cas des 3/4 des combattants, bah c'est du double tranchant. D'accord, mais avec une armure tu peux le blesser. Après, là, pareil, hein, la Danax, c'était un truc de riche. Hein. Fallait avoir un certain statut de bon guerrier pour utiliser une Danax. On la donnait pas aux pétins du coin, en fait. Même encore aujourd'hui, ça demande de l'entraînement parce que c'est une arme qui reste dangereuse en reconstruction. On peut faire de sacrés dégâts avec, donc c'est pas. Même si elle est pas tranchante, on peut tuer quelqu'un si c'est utilisé n'importe comment. D'accord. Bah, là, normalement, en fait, ce qui se passe, c'est que dans les raids en ligne, on n'est pas censé la mettre plus bas que ça, on est censé la laisser tomber sur son adversaire. Mais si je mets un coup, je mets toute ma force, le mec en face, il a beau avoir un casque, je lui enfonce le crâne en fait. On l'a déjà vu en vrai ça. Oui, c'était pas marrant, on a eu peur. Oui, bah un tournoi, une pauvre femme, il s'est pris un coup d'un gros costaud sur le casque. Son casque s'est fait enfoncer. C'est de l'acier doux, ça reste relativement dur, ça fait 2 mm d'épaisseur son casque, il s'est fait enfoncer sur 1 cm. Donc voilà. Une belle bosse le lendemain. Oui, voilà. Ah, bon. Du coup, la dernière arme qui me vient en tête, que je vais vous présenter, c'est le Scramasax. Alors le Scramasax, c'était le couteau à tout faire de l'époque.
Ça servait à couper la viande, ça servait à la chasse, ça servait à retirer l'écorce du bois, enfin ça servait à peu près à tout. Et ça servait à régler les petits différends avec le voisin. Admettons, vous avez un différent de voisinage. Votre clôture, elle est à 50 mètres trop loin, 50 mètres trop près. Enfin, vous n'êtes pas d'accord la taille de la clôture. Vous n'êtes pas d'accord sur le fait que la vache, vous voyez le sketch dans Kaamelott? Ah mais c'est ma vache. Ah mais non, voilà, c'est à peu près ça. Plutôt que d'aller monter un procès, d'aller faire une action en justice, c'est long, faut rassembler du monde, c'est chiant. Mais ce que vous faites, c'est que vous prenez votre couteau, votre voisin prend son couteau, vous prenez 2 témoins chacun, vous battez avec votre couteau, vous êtes sûr que vous ne tuez pas votre voisin, pour la simple et bonne raison que sinon c'est un meurtre. Voilà. Mais le but en fait c'est de le faire saigner. Si vous faites saigner votre voisin, en fait, on considère que les dieux jugent que c'est vous qui avez raison en fait sur votre démêlé judiciaire. Et en fait c'est vous qui avez raison. Donc si par exemple la clôture elle est à 50 mètres plus proche, et ben vous la virez parce que c'est vous qui avez raison. Et que votre voisin n'aura rien le droit de dire à ça. Donc voilà, ça pouvait aussi servir. Alors les Saxons l'utilisaient comme arme d'appui, comme deuxième arme au cas où en cas de pépin. Puis je crois que c'est à peu près tout. C'est parfait. Merci pour la démonstration déjà, c'est super.